Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Son retour ce matin pour l'année 2025. Je t'en souhaite une bonne, Stéphane. Je t'en souhaite aussi une bonne, essentiellement de la santé. Je pense que tout le reste suit naturellement. Et c'est quand on n'est pas en santé qu'on sait que c'est précieux. C'est vrai. Après ce temps des fêtes que j'ai passé, je peux te le confirmer. C'est pas moi, là, mais j'ai accompagné des proches. J'ai passé essentiellement le temps des fêtes dans les hôpitaux. C'est écoute, triste. Ben ouais. Écoute, M. Trudeau qui est parti, première question, vite, parce que je voyais hier les médias américains, le CNN, qui ont rapidement repris la nouvelle, mais en Europe, est-ce que c'est une nouvelle, le départ de Justin Trudeau? Oui, c'est une nouvelle, le départ de Justin Trudeau, qui est traité selon qu'on est dans un média de droite ou de gauche différemment. Mais si on avait à résumer l'affaire, il y a quelques années, au moment où Stephen Harper a quitté le pouvoir, si on avait sondé les Français, on leur avait demandé qui est premier ministre du Canada, je pense que la très grande majorité n'aurait pas eu de nom à offrir. Aujourd'hui, si je descendais dans la rue, en bas de chez moi, et que je posais la question, une majorité de Français saurait que Justin Trudeau est le premier ministre. Est-ce que ça ajoute quelque chose ou ça dit quelque chose de l'impact politique qu'a eu M. Trudeau? Je ne pense pas. Je pense que c'est frasque et sa capacité à retenir l'attention, parce qu'il est photogénique, ont autant retenu l'attention que ses politiques. Est-ce que l'empreinte du Canada en Europe est substantielle? Oui et non. Alors, je te dirais non sur l'essentiel de ce qui est le fait de M. Trudeau. Oui, parce que les Français rêvent du Canada, rêvent du Québec, et on le sait, sont nombreux à faire le choix de migrer vers Montréal ou vers le Québec. Mais en dehors de ça, est-ce que les politiques, l'héritage politique de M. Trudeau est considéré comme conséquent ici? Non. En fait, ce qui retient beaucoup l'attention, je fais un plateau dans quelques instants avec une télé française, c'est les déclarations de M. Trump sur le Canada et cette idée qu'il rit de lui en le traitant de gouverneur du futur 51e État. Ça a beaucoup intéressé les Français depuis quelques semaines. Mais c'est gros en même temps. Comme déclaration, on veut dire qu'un futur président des États-Unis traite le Canada de 51e État. Tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est à la blague? Est-ce que c'est une vraie vision expansionniste? En même temps, tu dis, dans les faits, l'armée américaine aurait la capacité de le faire s'il décidait que c'est la priorité de l'armée américaine. Oui, en un claquement de doigts, tu viens de le faire. Donc, c'est pas l'armée canadienne qui pourrait longtemps résister, mais évidemment, je pense que là, on est en train de, non pas de délirer, parce que je comprends que tu n'es pas sérieux, je pense pas que ça soit inscrit nulle part à l'agenda que l'armée américaine va envahir le Canada. Non, je comprends. Ça relève de la politique de Trump, qui est tout à la fois de l'ironie, du judo politique, où avec des blagues, il réussit à faire bouger des lignes. Je pense qu'on peut pas exclure que le départ annoncé de M. Trudeau hier est certainement pas lié à l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Il avait des problèmes depuis plusieurs mois, mais a été accéléré par l'ironie du président. On se posait tous la question, dans quelle position, quelle sera la force de ce premier ministre affaibli en face d'un Trump qui, lui, ne l'est pas et qui veut négocier très sérieusement, qui roule les mécaniques, qui a promis d'augmenter les droits douaniers de 25% au premier jour de son arrivée au pouvoir. Dans toutes ces circonstances, donc, jusqu'à quel point la rhétorique ou la rhéto-ironique de Donald Trump a été un facteur. Tu disais, c'est gros, c'est énorme, mais les Panaméens se posent la même question. Est-ce que les États-Unis vont vouloir de force reprendre le contrôle du canal? Je n'y crois évidemment pas. Et le hasard du calendrier mortuaire fait que cette semaine, jeudi, on va célébrer la mémoire du président Carter, que M. Trump sera là avec M. Biden, et c'est Jimmy Carter, qui politiquement avait fait quelque chose de très audacieux pendant sa présidence dans les années 70, en rétrocédant la possession du canal au Panama, parce que ça, il faut voir que dans l'histoire américaine, d'abord, le Panama a été arraché à la Colombie, presque de force. Les États-Unis ont tout fait pour diviser le pays et ensuite pouvoir profiter de ce nouveau petit pays, en partie créé par les États-Unis, pour y faire le canal dont ils avaient l'entière gestion jusqu'à ce que le président Carter décide de rétrocéder. Puis ça s'est fait d'ailleurs après sa présidence, tout juste avant le passage de l'an 2000. Et depuis, les Panaméens
sont les seuls propriétaires d'un actif qui est évidemment en territoire panaméen. Est-ce que M. Trump, quand il dit les Chinois sont en train de nous jouer des tours au Panama, peut-être qu'on devrait ressortir le gros bâton, ce qui est sérieux, je pense pas, mais il déstabilise. Et je pense qu'on en avait parlé, puisque tu étais sur la question du 51e État, c'est en plus un tel mauvais calcul politique de la part de M. Trump dans la mathématique du collège électoral, si le Canada devait être un seul État et que ça n'en était pas 10, comme il y a 10 provinces, puis je ne calcule pas les territoires, on imagine donc que le Canada serait à peu près aussi lourd. Une autre Californie, un autre énorme État démocrate. Ben exactement, avec 55 votes au collège électoral, plus ou moins, 2 sénateurs, 53, 54 membres de la Chambre des représentants pour le Canada, si on se fie à la démographie, et on fait le pari que pour les 100 prochaines années, ça serait des votes démocrates. Il y a l'Alberta qui pèse un peu conservateur, des fois un peu les Maritimes, mais au total, le Canada se définirait comme un État démocrate. Donc, du jour au lendemain, la mathématique vient de changer substantiellement. Je pense, un meilleur calcul, ça serait de dire il y aura 10 nouveaux États, mais là, on est en train de rigoler. Dans la politique fiction. 10e anniversaire bien triste, je m'en souviens. C'était une journée qui s'annonçait tranquille en actualité, et tout à coup, cette nouvelle nous arrive qu'un tireur est débarqué, ou des tireurs, là, chez Charlie Hebdo. Et ça a été pour la France, il y a 10 ans, le début de cette année 2015, une année sombre. Une année très sombre. Ça commence le 7 janvier avec les attentats au Charlie Hebdo. Ça se poursuit pendant 3 jours parce qu'il y a une policière qui était battue le lendemain, le 8, et puis 4 otages dans le fameux supermarché Cachère. 2 jours plus tard, une chasse à l'homme et éventuellement les 3, parce qu'il y a les frères Kouachi qui sont responsables des attentats à Charlie Hebdo, mais il y a aussi monsieur Koulibaly, si ma mémoire est bonne, c'est ça, qui sera aussi abattu et qui, lui, va tuer les 4 dernières personnes dans cette opération qui durera 3 jours, jour très sombre, année très sombre pour les Français parce que ça se termine avec les attentats sur les grands boulevards et au Bataclan le 13 novembre de l'année 2015 aussi. C'est des plaies vives. Je te parle en regardant du coin de l'œil la télévision parce qu'il y a des cérémonies en ce moment qui ont lieu. Ça a commencé ces cérémonies avec le président Macron, mais l'ancien président Hollande, premier ministre Bayrou, Emmanuel Valls, qui était premier ministre à l'époque, la maire de Paris, on dit ici la mairesse de Paris pour nos auditeurs québécois, qui sont présents, qui étaient présents devant l'édifice où se trouvaient les bureaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Ils se sont déplacés à boulevard Richard-Lenoir, où, parce que de tout ce qui s'est passé, tout est traumatique dans cette affaire-là, mais je ne sais pas si tu te souviens, quand on a pris la mesure à la télévision de ce qui se passait, quelques minutes après que les terroristes, les frères Kouachi, aient quitté la rédaction, ils prennent fuite, font face à des policiers, réussissent à s'esquiver, et en route, quelques centaines de mètres après avoir quitté la rédaction, sont interpellés, poursuivis par un policier, décident d'arrêter, tirent dessus, le blessent, et là, stoppent carrément, sortent de la voiture, lui a les mains levées, et l'abattent de sang-froid et se mettent à hurler dans les rues. La scène a été tournée par des gens qui avaient des téléphones. C'est glaçant. Donc, une série de journées très sombres pour la France. Ça va se terminer le 11 janvier avec des rassemblements républicains, le plus important à Paris, probablement depuis la Deuxième Guerre mondiale, sinon de mémoire, le plus grand rassemblement dans l'esprit Je suis Charlie. 2 millions de personnes, dit-on, dans les rues de Paris. 4 millions dans la France mobilisées. À Montréal, à l'époque, je pense qu'une trentaine de milliers de personnes étaient sorties dans la rue, avec des chefs d'État venus d'un peu partout. Il y avait la chancelière allemande, il y avait le président Hollande, il y avait Netanyahou, le premier ministre israélien, toutes sortes de dignitaires qui ouvraient cette marche où on disait « il faut se battre pour la liberté d'expression. Il faut se battre pour avoir le droit de faire ce que fait Charlie Hebdo. » J'en ai toujours eu un peu dans cette histoire-là et c'est difficile de dire ces affaires parce que ça fait l'unanimité, puis évidemment, ça fait l'unanimité. C'est un carnage, c'est de la folie furieuse. Mais j'ai eu souvent l'impression, sur la question de la liberté d'expression, Charlie Hebdo n'était peut-être pas le meilleur des points de rassemblement. Parce que dans l'histoire, juste avant, en 2008, un des fondateurs de Charlie Hebdo, Siné, caricaturiste lui aussi, avait été congédié assez, je dirais, cavalièrement pour avoir eu une blague peut-être un peu déplacée, mais qui avait été jugée
antisémite, parce qu'il riait du fils Sarkozy qui se mariait avec une grande famille juive. C'était dans le ton du magazine. Et bien entendu, quand on fait de l'humour tous azimuts, débridé, comme chez Charlie Hebdo, tout le monde en prend pour son grade, tout le monde se fait un peu raboter. Et dans ce cas-là, ça avait immédiatement allumé toutes sortes de feux et on avait dit, on peut se débarrasser de Ciné, qui était pourtant, comme je le disais, un des fondateurs. Donc, on se retrouve dans une espèce de logique à géométrie variable où il y a des bonnes cibles et des moins bonnes cibles. Et jamais, donc, je n'ai oublié ça, même si j'aurais été dans la rue pour appuyer les gens qui manifestaient contre cette violence, contre l'idée qu'on puisse faire taire des gens qui ont envie de s'exprimer, qu'ils soient caricaturistes ou journalistes. Et aujourd'hui, la question est posée partout en France. Que reste-t-il de l'esprit? Je suis Charlie. Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'un sondage, on a compris que c'est pas toujours parfaitement précis, mais les Français disent à hauteur de 76% qu'ils sont favorables au dessin éditorial, à la caricature, qu'on a le droit de blasphémer. Mais dans un pays où si tu as le droit de blasphémer, par ailleurs, il y a des lois qui encadrent la parole et où tu ne peux pas, par exemple, contester certaines versions historiques sur des événements génocidaires. L'idée n'étant pas de les contester, toi et moi, mais on est dans un contexte où, par exemple, l'histoire du Rwanda et du génocide qui s'y est passé est très sérieusement balisée par ces lois. Et si tu sors du sentier, si tu contestes, si tu as une vision différente, tu peux te retrouver devant les tribunaux. Alors, l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas une vérité, mais je pense que la liberté d'expression, c'est très, très, très difficile à débattre, mais la liberté d'expression permet ou devrait permettre de dire des bêtises et qu'il est souvent préférable, de mon point de vue, d'entendre ces bêtises et de les combattre que de laisser aux législateurs le soin de décider qui a la bonne version des faits. Alors, en France aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, des Français qui pensent que ces enjeux de liberté d'expression sont importants, même si la caricature est de moins en moins pratiquée, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui ont renoncé. C'est un risque qu'on ne prend plus. Exactement. C'est une forme de censure consentie. Parce que derrière cette une de Charlie Hebdo et ce message de 10e anniversaire, là, où on souligne, nous, on garde notre liberté d'expression, on s'entête, on nous dit quand même qu'à travers le monde, là, il y a pas mal de monde qui font pas mal de caricaturistes, pas mal de journaux qui font beaucoup plus attention, là. Donc, il y a une baisse de la liberté d'expression, là. Le New York Times a renoncé à la caricature. Carrément. Il ne voulait juste pas se donner ce mal-là, ne voulait pas avoir à prendre ce risque. Mais à chaque fois qu'on consent là-dessus, c'est les lignes qui bougent et les frontières qui bougent, et c'est de très sérieux compromis. Et je termine en disant que ici en France, évidemment, cet anniversaire lourd et conséquent rappelle que le pays est toujours un peu assiégé et à risque. Il y a 6 influenceurs, dont 3 Algériens la semaine dernière, qui ont été arrêtés de façon préventive pour avoir incité à la violence, et particulièrement dans le contexte où en France, peut-être davantage qu'au Canada, on a couvert de très près ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L'idée que ce soit un attentat islamiste télégraphié peut-être de l'étranger, ça a ravivé des plaies vives ici en France. L'année 2024 est une année blanche. Il n'y a pas eu d'attentat islamiste. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. La dernière fois, c'était en décembre 2023. Et littéralement, c'est à quelques centaines de mètres de chez moi, par la fenêtre, je pourrais le voir, c'est le pont Bir Hakeim, où quelqu'un avait attaqué à l'arme blanche 2 touristes. Puis je m'en souviens, j'en parle parce que j'étais sur le pont 10 minutes avant. Je suis rentré chez moi, j'ouvre les nouvelles et je me dis, tiens, finalement, l'expérience terroriste, on pense toujours que c'est dans la vie des autres, que ça a quelque chose d'un peu décalé. Non, j'aurais pu être là. J'en fais pas grand cas, sinon pour les victimes, il y a toutes les raisons d'en faire grand cas. Mais j'ai compris ce que c'est que de vivre dans un univers où tu peux légitimement te demander si quelque chose peut arriver. C'est le genre de pensée qu'on n'a pas beaucoup chez nous. Quand tu habites Paris, quand tu habites la France, tu ne peux pas ne pas être conscient. Le ministre de l'Intérieur, je termine vraiment là-dessus, M. Retailleau, disait que l'année dernière, c'était une année blanche. Il y a 9 complots terroristes qui ont été déjoués. Merci beaucoup, Stéphane. Salut, à demain. À demain, au revoir.